Je m'appelle Aurélien Bory, je suis metteur en scène. Je dirige la compagnie 111 à Toulouse. Bon, déjà, j'aime bien les dictionnaires, et là, c'est un dictionnaire sur les scénographies de théâtre, quoi. C'est-à-dire sur la technique. Et donc, en fait, j'avais envie d'arriver ce matin avec un hommage à la technique, à l'outil théâtre, parce que l'outil théâtre, c'est une très grande source d'inspiration. Pour moi, j'essaye qu'à chaque spectacle, il y ait l'outil théâtre qui soit convoqué. Si on prend des sources plus anciennes, à Aristote, qui fait un hommage dans Poétique à l'accessoiriste, en disant que pour le spectacle, l'accessoiriste a un rôle plus important que le poète, c'est-à-dire celui qui écrit le texte. Donc déjà, dans Poétique, Aristote mettait ça comme préalable, et dans mon travail, ben, c'est le cas, c'est-à-dire que le théâtre est un dispositif, et je n'ai de cesse que de l'explorer. Et ce qui entoure la scène, ce qui est la machine théâtre, quoi, l'outil théâtre. Alors j'aurais pu arriver avec un autre livre, hein. Là j'ai pris celui-là parce qu'il y avait une image dessus, quoi. Et que c'est aussi une liste, j'aime bien les listes de tout le vocabulaire technique du théâtre et puis les machineries. Mais sinon, y a d'autres livres de scénographie qui m'ont beaucoup inspiré, Le Son Réel, le petit traité de scénographie de Marcel Fredfond, et qui sont à chaque fois une source d'inspiration sans fond. Voilà. Moi, ce qui m'a inspiré au départ, c'était le fait qu'on ne pouvait pas, au théâtre, échapper aux lois de la mécanique générale. Et que c'était une spécificité du théâtre sur le plateau, et que c'est quelque chose que les autres arts n'ont pas ou ont moins. Si on pense à la littérature, pas du tout. Et si on pense, quoique, on pourra toujours trouver des contre-exemples. Si on pense au cinéma, si on pense à la musique, si on pense voilà, à la peinture, bon, c'est pas la même chose. Les lois de la mécanique générale ne sont pas autant présentes que sur un plateau où on ne peut pas échapper. Et justement, la machinerie a essayé de donner l'illusion ou de contrer cette loi fondamentale. Donc ce dialogue avec la gravité, c'est quoi les lois de la mécanique générale? C'est essentiellement celle qu'on subit le plus, c'est la gravité. Mais aussi, il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est les frictions. Parce que les frictions, les frottements, c'est le contact avec la matière, donc c'est la preuve, c'est ce qui révèle la matière. Parce que s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de frottement. Donc dans mon travail, il y a toujours eu les deux. Il y a toujours eu cette lutte ou ce dialogue avec la gravité et cette lutte avec les frottements ou avec la friction. Et j'ai essayé de toujours les mettre en évidence. Généralement, les frottements, j'aime bien les sonoriser. Comme ça rend l'espace vivant. Tous les bruits que normalement on aime cacher au théâtre parce que c'est un peu retour à la réalité, quoi. C'est ça la réalité. Moi, dans mon travail, j'essaye de faire en sorte que la réalité dépasse toujours la fiction. Cette expression, quand on dit on a beau imaginer ce qu'on veut, en fait, la réalité a beaucoup plus d'imagination. Notre imagination est en deçà de l'extraordinaire curiosité que nous procure la réalité. Et donc cette curiosité pour la réalité, à un moment donné, j'avais dit que je faisais du sous-réalisme. Pas du surréalisme, mais du sous-réalisme, c'est-à-dire parce que la réalité sera toujours au-dessus de nous. Et on vient par-dessous et on la révèle. Et c'est ça le travail du plateau. Donc, comment j'en suis arrivé là? C'est parce que je travaillais au départ avec les moyens du cirque, le jonglage, l'acrobatie, qui sont en proie avec la gravité. C'est toujours un dialogue avec la gravité. Et c'est toujours un dialogue ou un combat vain. Au final, la gravité gagne toujours. Les corps tombent, les objets tombent, tout tombe. Donc c'est inéluctable. Et donc c'est en travaillant avec ces moyens, j'ai dit « Ah, mais il y a quelque chose du théâtre là. Il y a quelque chose qui appartient au plateau, à la scène. » Moi, j'ai travaillé plutôt avec des artistes du corps. Donc, mouvement des corps, mouvement des objets, essayer de faire théâtre à partir de là. Et donc, ça a donné quelque chose, effectivement, autour de la pluridisciplinarité, parce que du cirque, enfin de l'acrobatie et jonglage, la virtuosité ne m'intéressait pas beaucoup. C'était pas ça qui m'intéressait. Donc, on ne pouvait pas dire vraiment que c'était du cirque.
Et puis la chorégraphie m'intéressait beaucoup, mais c'était surtout des danses de l'espace. J'ai travaillé ensuite avec des danseurs, mais au départ pas trop, donc, mais c'était pourtant des danses. Et puis en même temps, je mettais aussi en scène des situations et j'essayais que ça raconte quelque chose, donc comment dire, la nécessité d'une dramaturgie. Ce qui tient sur le cahier, ce qu'on a prévu d'avance, ne tient généralement pas très bien sur le plateau. Donc en fait, on avance d'une manière un petit peu empirique avec la réalité du plateau et que les meilleures idées qui adviennent sont celles qu'on n'avait pas attendues. Donc c'est l'inattendu qui est attendu, justement. On cherche l'inattendu, alors on essaye de provoquer comme ça, par collision successive, des choses inattendues, et plus on est... si la technique travaille en même temps que les acteurs, que le compositeur, que même le texte quand il y a du texte, moi j'en utilise pas, mais enfin un peu, et que tout ça, à un moment donné, par collision, presque par hasard, des fois, constitue une matière scénique intéressante, inattendue, qui émerge. Et ça, je trouve, la force du théâtre. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui travaille comme ça. Je crois que beaucoup d'artistes travaillent comme ça. Et j'ai pas une vision au départ. La vision, je la découvre. Je la découvre, voilà, j'essaye de... Elle est extérieure à soi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et sauf qu'on l'a ensuite, à un moment donné, on arrive à la reconnaître. À la reconnaître et à reconnaître que là, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose qui émerge, et alors on s'en empare et on en propose une mise en forme. J'ai commencé vraiment à travailler avec la musique, à proprement dit, avec l'opéra. C'est là où on va dire que l'objet musical devient au premier plan. C'est-à-dire que c'est presque... Moi, j'aime beaucoup travailler avec les choses existantes. Donc l'existant... Quand je parlais de l'outil théâtre, c'est l'existant, les constantes de théâtre, c'est l'existant, mais aussi certains sujets. Quand j'avais fait avec le robot industriel, il était existant, il n'est pas issu de mon imagination. Et j'aime beaucoup travailler avec les choses existantes. Quand on travaille à partir d'une œuvre musicale, elle est existante. Et donc cette œuvre constitue déjà une matière de base qu'on va regarder de manière particulière. Donc mon rapport à la musique s'est vraiment intensifié, on va dire, avec l'opéra. Mais déjà dans les spectacles, évidemment, j'aimais beaucoup créer une matière sonore, comme je l'ai dit avant, déjà avec ce qui se passe sur le plateau. J'aimais beaucoup, moi mon principe c'est que je ne voulais pas de musique enregistrée. Alors j'en ai utilisé, mais même quand on utilisait des musiques enregistrées, il fallait qu'elles soient jouées. Donc il fallait qu'elles soient un petit peu... jouer sur des tops, un petit peu DJingé, bon voilà, il fallait que... Voilà, j'aimais pas cette idée de mettre une musique, j'aimais pas l'idée que tout était enregistré. Voilà, j'aime pas ça, j'aime que le théâtre se fasse un peu, se joue comme un instrumentiste. Et puis la musique de scène, c'est intéressant parce que même pour l'opéra, même si elle est au premier plan, la musique de scène, c'est une musique qui doit être faite pour la scène. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire la musique, elle est en dessous et elle porte l'action comme ça. C'est comme s'il fallait que, comme la musique de cinéma, que le compositeur ait composé une musique pour l'action. Et ensuite, on enlève l'action, on hérite uniquement de la musique à l'opéra. Et donc ensuite, il faut réinventer cette action pour que ce soit comme si c'était la musique qui avait généré cette action-là, qui l'avait portée comme ça. Donc ça, c'est intéressant et c'est une grande constante aussi dans les arts traditionnels, si je pense au théâtre chinois, à l'opéra chinois ou au théâtre japonais, etc. Et même dans la musique de scène comme ça, qui accompagne, qui porte l'action. Et ça, c'est aussi une constante, c'est-à-dire que c'est très très différent de la musique. La musique de scène et la musique, c'est très différent. Et ça, j'ai pu le voir aussi avec la Daphné. La musique de Wolfgang Mitterer en musical, c'est-à-dire dans la salle de répétition, juste tous les chanteurs assis sur une chaise et puis on écoute la musique ou l'enregistrement. Hein. Et puis la musique dans l'espace, c'est pas la même. C'est pas la même. Et Wolfgang a vraiment composé une musique de scène qui doit être spatialisée, qui doit être et dès lors qu'elle s'accompagne de l'action, alors on l'entend différemment.
Donc j'aime bien ce rapport, et j'avais vu ça avant l'opéra dans mes spectacles, ce rapport à comment on entend les choses en fait, comment l'espace et comment le théâtre nous aide à percevoir vraiment très très différemment des musiques. À la genèse en fait de ce projet, il y a la Daphné, qui est le premier opéra allemand. Donc musique de Schütz, livré d'Opitz, mais qui est une traduction d'un livret de Rinuccini, italien, pour la Daphné italienne, premier opéra italien. 97, et puis qui est repris en 10 ans après, en 1608, et qui devient assez célèbre, avec un autre compositeur italien, Galliano. Et ensuite, 20 ans plus tard, donc, mais c'est presque la même, comment dire, c'est la même idée de reprendre comme ça, eh bien, Schütz, qui a été en Italie, s'en empare. Donc c'était l'enjeu de Wolfgang Mitterer, c'était de composer cette partition, cet opéra, Daphné, qui a été perdu, puisque la partition de Schütz a été brûlée ou perdue dans la guerre de 30 ans. Et donc, le parti pris de Wolfgang a été de composer une partition quasiment faite d'extraits de musique de Schütz. Donc, il a d'ailleurs demandé à Geoffroy les extraits qu'il aimait bien, qu'est-ce qu'il voyait, puis il en a ajouté aussi les siens, et donc il a, comme ça, fait une sorte de puzzle d'extraits, de pièces de Schütz, et il a fait à la manière, une manière très intéressante, qui s'appelait le contrat factum, de changer les paroles, en fait. Donc de mettre le texte d'Opitz, le texte de Daphné, sur ces musiques de Schütz, où il y avait d'autres... Soit il n'y avait pas de chants, soit il y avait des chants, d'autres chants. Essentiellement religieux, d'ailleurs, parce que Schütz il y a très peu de... Il a surtout fait des chants sacrés. Mais au départ, c'est vrai que ce qui restait, c'était le livret. Donc il y a eu un travail sur le livret que j'ai effectué avec Geoffroy, et on a voulu revenir en fait à l'idée de métamorphose, c'est-à-dire le mythe vraiment, on est revenu à... On a essayé de refaire venir Ovide, vraiment le plus possible. C'est-à-dire Rinuccini, c'était déjà une lecture d'Ovide en forme de livret, mais aussi pour les occasions des noces. Donc, comment dire, il y avait des choses qui étaient vraiment, voilà, pour des noces. Ça, le côté des noces, on l'a complètement enlevé. On est revenu au mythe de Daphné qui nous paraissait quand même, puisque c'est quand même une tentative de viol, qui nous paraissait aujourd'hui aussi résonner particulièrement par rapport à aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que c'était étonnant quand même Daphné pour des noces, parce que quand même Daphné se refuse en fait à Apollon. Elle ne veut pas, elle s'enfuit, et ne pouvant plus rien faire parce qu'Apollon est plus rapide, et que c'est un dieu, elle est une nymphe, et ben elle se transforme en arbre, ce qui est un destin pas super quand même enviable. Et donc c'est quand même une histoire triste, Daphné. Et puis alors ce qui est bizarre, c'est que dans l'histoire, c'est que bon ben ça devient quand même à la fois il célèbre cette perte, son échec. Donc en fait il transforme son échec, Apollon, puisque la couronne de laurier vient de là, vient de ce mythe-là, pour se souvenir. Alors est-ce que c'est se souvenir de cet échec-là, ou c'est finalement quand même s'emparer de Daphné, même t'es un arbre mais c'est pas grave, je te prends quand même. Donc est-ce que c'est ça l'idée? Mais quand même, au départ, on peut célébrer cette figure Daphné, d'une figure qui se référait à Diane, Artémis, sœur d'Apollon d'ailleurs, c'est-à-dire une chasseresse qui ne voulait pas d'enfants, qui ne voulait pas se marier, qui voulait être indépendante, c'est-à-dire qui arrivait à subsister à ses moyens par la chasse, etc., qui était elle-même chasseuse, elle n'était pas proie, et elle se transforme en proie par les assauts d'Apollon, en fait. C'est quoi le motif de cette histoire?
c'est la métamorphose. C'est ça, c'est les métamorphoses d'Ovide et c'est la métamorphose de Daphné en laurier. C'est en arbre. C'est vraiment ça qui est le cœur du mythe. S'il n'y a pas cette métamorphose, il n'y a pas de mythe. Donc c'est vraiment le sujet, pas le sujet, mais le motif, l'action centrale, la mécanique de l'œuvre, c'est la métamorphose. Et à chaque fois, moi je me pose la même question, je m'étais posé la même question pour Orphée Eurydice, quelle est l'action centrale? C'était Orphée se retourne, donc ok, c'est ça. Si Orphée ne se retourne pas, en fait, bon, il n'y a pas de mythe. Donc là, c'est pareil. Si Daphné ne se métamorphose pas, ce qui est très surprenant, une métamorphose en arbre, bon, ok. Elle qui fuit, elle se métamorphose dans un arbre qui ne peut plus fuir. Bon, ok. C'est de l'animal au végétal, il y avait aussi un rapport à la sexualité animale, la sexualité végétale, elle est un peu asexuelle, on va dire, Daphné. Donc, cette métamorphose est ma transposition scénique est toujours la même. Je dis, bon, ben, ce motif, alors je l'applique à l'espace. Dans Orphée Eurydice, si Orphée se retourne, alors l'espace se retourne. Il faut que je trouve une façon. Et là, si c'est la métamorphose, alors l'espace se métamorphose. Donc, bon, ben, j'ai pris le petit dictionnaire en disant qu'est-ce qui est fait scénographiquement pour métamorphoser l'espace. Et c'est les scènes tournantes qui ont été inventées pour ça, pour faire des changements de décor rapides et quand on n'a pas de dégagement, etc., ben, en fait, les scènes tournantes, c'était pour... on mettait face A un décor, et puis on tournait, puis on avait face B, où on pouvait même mettre 3 décors, et ça a été inventé pour cette raison-là. Donc, c'est-à-dire que la scène tournante, c'est le moteur de la métamorphose de l'espace au théâtre. Et là, en ce qui me concerne, et ce qui concerne Daphné, il y avait cette polyphonie du chant, et moi je voulais faire une polyphonie d'espace, presque une polygraphie dans l'espace, grâce à cette scène tournante. Il fallait que j'individualise ce groupe. Il y avait le groupe, mais il fallait aussi individualiser chacune des voix. Et c'est pour ça que j'ai pensé à ces cercles concentriques qui, rappelaient une cible, et le motif de la cible est central. Daphné est une cible, Python est une cible, et puis Apollon est une cible. Donc ils sont tous une cible, et en même temps, ils sont aussi tous flèches, c'est-à-dire Daphné est chasseuse, Apollon également évidemment, et Cupidon. Donc il y a l'arc, la flèche, le motif de la flèche et de la cible, c'est central. Donc il me fallait une scène cible. Et ce qui est le cas, en fait, la scène est très clairement une cible. Et il y a aussi quelque chose d'un peu cosmique dans cette idée de faire graviter comme ça autour d'un centre des interprètes. Le centre qui ne bouge pas dans mon dispositif, et il y a 6 anneaux concentriques, et qui rappellent un petit peu la musique des sphères, et puis les différentes tentatives, dont celle de Kepler, même période, 1619, Harmonices Mundi, où il essaye déjà, il fait découvrir que les ellipses, que les mouvements des planètes sont elliptiques. Ça, c'est quand même très fort d'avoir réussi à découvrir ça. Et après, il fait quelque chose de complètement délirant, c'est-à-dire il fait un rapport avec la musique. Donc, que comme si les sphères jouaient de la musique, en fait, les planètes jouaient de la musique dans leur révolution autour du Soleil. Et bon, évidemment, ça, c'était délirant. Mais bon, il y a cette vieille idée de vouloir regarder le monde et les astres et la musique même comme un acte divin et un acte cosmique.